Il y a quand même un sujet connexe là par rapport à ce que vous présentez, c'est que au travers de la plateforme que je développe, la Harmony Pro, on est en train de s'apercevoir que les praticiens, les thérapeutes, et je rejoins une parole de Jean-Luc, c'est le sentiment de solitude. C'est avoir des Eh gens oui, qui sont ouais. alors on ne dit plus auto-entrepreneurs, j'ai découvert que ça n'existait plus, qui sont entrepreneurs individuels Ah, d'accord, et qui en fait, quand ils se sont lancés là-dedans, n'ont pas du tout perçu qu'ils devenaient chefs d'entreprise en fait, qu'ils devenaient d'accord, entrepreneurs et d'accord. qui devenait, comme je dis toujours, à la fois directeur de la communication, du marketing, directeur commercial, directeur des RH, directeur financier, directeur comptable, tout ça sur leurs épaules, et ça, ils y sont pas prêts du tout. Et ça, on le voit D'accord. quand on discute avec eux, ils y sont absolument pas prêts. Ils savent pas comment l'appréhender, et quand ils commencent à exercer, ils sont dans la souffrance et dans la solitude. Et donc là, avec une praticienne en Gestalt thérapie de Coulommiers, on est en train de monter un programme d'accompagnement où on va proposer nos services à tous ces praticiens qui sont en souffrance. Donc moi, je le faisais déjà auparavant, j'avais tout un programme de webinaires que je crois que tu avais vu, Robert, enfin de temps en temps, Oui, je t'en parlais. oui, Et ouais, donc, ouais. je vais remodeler tous ces webinaires pour les accès entrepreneurs individuels dans le secteur du bien-être, donc praticiens, thérapeutes. Et avec Sylvie, on va développer toute une offre d'accompagnement, mais beaucoup plus orientée avec un côté psy beaucoup plus avéré sur quelles sont mes croyances limitantes, quels sont mes freins, pourquoi j'arrive pas à performer, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à incarner mon activité. Et donc là, on aura effectivement un accompagnement un peu plus, ouais, un côté un peu plus psy, un petit peu plus cérébral. Donc Ok. par rapport à tout ça, je Hmm. sais que je vais en tirer Hmm. quelque chose, donc je suis très content Ok. d'être là. Très rapidement, donc, le laboratoire européen de la décision est un centre de recherche. Un centre de recherche qui est surtout animé par Robert Michit, ici présent, sur les axes suivants. L'analyse des conflits, en premier lieu, avec modélisation des relations entre les êtres humains par des triades. On ne verra pas tout en détail, présentation très rapide, et l'entretien d'explicitation des processus décisionnels, ça, on verra davantage. Un axe sur le management, avec les notions d'autorité de contrainte opposées à l'autorité de service, Ah communication ben là, aujourd'hui, Pascal, j'ai eu une dame qui était enfin, cadre de santé qui m'a dit, c'est génial votre idée, je ne savais pas que j'étais au service à la fois c'est dans un EHPAD, à la fois des résidents et de mes collaborateurs. Ça a vraiment, ça l'a touché, quoi. Elle m'a dit, mais ça, vous me révélez quelque chose, quoi. C'est intéressant. Mm. Oui, du coup, je précise la notion d'autorité de service et l'autorité de contrainte. L'autorité de contrainte, c'est la relation hiérarchique traditionnelle, la pyramide traditionnelle dans laquelle eh bien, les subordonnés sont au service du chef. Et l'autorité de service, eh bien, c'est la pyramide inversée, en fait, hein. C'est le cadre qui est au service, en fait, de l'exécutant, de manière à ce qu'il ait tout ce qu'il lui faut pour travailler correctement. Mais là, C'est un Pascal, modèle. tu es obligé de Vas-y. nous définir, mais si c'est pas la hiérarchie qui fait contrainte, c'est qui fait autorité de contrainte dans une entreprise? Alors, c'est justement l'énoncé suivant, Ah, c'est d'accord, le diktat de la situation. d'accord. C'est-à-dire que ça donne lieu à des communications spontanées, communications productives, et diktat de la situation. Diktat de la situation, c'est le fait qu'il n'y a pas l'avis d'une personne à un échelon quelconque, mais c'est la situation qui va décider, en fait, la décision ajustée Ouais, c'est la selon situation l'état. qui fait contrainte qui va permettre la situation ajustée. Mais c'est la situation qui fait contrainte, c'est pas elle qui décide, quoi. Donc, c'est pas le chef, c'est pas particulièrement le chef qui décide, c'est la situation, à condition qu'on ait une perception claire de la situation, ce qui n'est pas Ok. toujours le cas sur un organisme complexe. Vous allez Donc, dire, c'est l'autorité de service, c'est un mode de management qu'on rencontre beaucoup, moi que j'ai rencontré au Canada, où en fait le manager, il est à la disposition de son équipe. Et contrairement à ce qui se passe chez nous, c'est si l'équipe ne réussit pas, c'est que le manager n'a pas mis les moyens à disposition de son équipe.
Donc c'est pas le Ouais. collaborateur qui faillit, finalement, c'est le manager qui a failli parce que il n'a pas accompagné, il n'a pas donné les moyens, ouais, il a pas donné les moyens de réussir. Et ça, je l'avais connu il y a 30 ans au Québec et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et tellement différent de l'approche qu'on a ici parce que finalement, l'approche comme ça, l'autorité de service, elle a pour moi un gros avantage, c'est qu'elle enlève tout un tas de relations conflictuelles en fait. Le seul point qu'on apporte, c'est que là, je ne le donne pas comme une opinion, mais dans l'idée qu'on développe, c'est que c'est une loi. Enfin, la loi des autorités, c'est quelque chose qui est universel. C'est pas simplement une opinion qu'on pourrait dire. C'est ce qui s'est passé dans l'idée, c'est que il y a trois types d'autorité et la contrainte dans la situation, l'autorité d'exécutant. Un exécutant qui fait autorité, on va lui dire, va voir un tel, il est bon, il fait autorité. Et la question, c'est en effet, si l'autorité de contrainte est dans la situation et si l'autorité d'exécution, c'est les collaborateurs, il reste quoi au manager? Et c'est à ce moment-là que je découvre cette idée, enfin, que je transforme le, le concept d'autorité de service à un élément de loi universelle et non pas simplement une opinion, quoi. C'est un peu ce que j'ai voulu apporter, quoi. Mhm. Un corollaire aussi sur l'autorité de contrainte, c'est que ce qu'on voit sur le terrain, c'est que pour faire plaisir au chef, eh bien, il y a beaucoup d'informations qui ne vont pas Ah oui. remonter pour ne pas lui être désagréables. Et Mm. ça, cette perte d'information au niveau de la décision, au niveau du centre de décision, ne va pas ranger les choses. Mhm. Troisième axe de recherche, compréhension de la prise de micro-décisions. Qu'est-ce qu'on appelle une micro-décision? C'est ce qu'on fait tous les jours en quelques dixièmes de seconde. C'est le fait de doubler une voiture quand on est pressé. C'est le fait de répondre aimablement ou pas à quelqu'un. C'est le fait de, de court-circuiter, de prendre la décision immédiate de court-circuiter une procédure. Bref, et c'est tout ça, c'est surtout ça qu'on va voir dans quelques instants. Je complète avec les lois psychosociales sur lesquelles s'appuie l'interprétation de Robert, les univers de relations, les formes décisionnelles, l'identité psychosociale, loi de situation. On va voir ça immédiatement. Alors, justement, les quatre univers de relations, lorsqu'on est en échange avec autrui, eh bien, nous avons quatre positions qui vont changer, qui peuvent changer en fait d'un instant à l'autre. L'échange d'être, il n'y a pas d'objectif particulier et il n'y a pas et toute l'information est partagée. C'est on prend un verre ensemble. Voilà. La production, c'est au travail. On a un objectif bien défini et on partage l'information. Le maximum d'intérêt, on n'a pas les mêmes objectifs et on se cache de l'information. Vous comprenez bien que ces univers sont exclusifs, puisqu'on ne peut pas être en production et en maximum d'intérêt en même temps. En maximum d'intérêt, c'est chacun pour sa pomme, en fait, pour le dire très crûment. Et ça ne peut pas bien se passer, en fait, à terme. Enfin, le dernier état, la protection. Je ne dis pas tout parce que je veux protéger l'autre. L'intérêt de ces quatre univers de relations, c'est ils vont définir la notion de conflit lorsque deux personnes sont en échange et qu'elles ne sont pas, en fait, dans le même univers de relations. On, on le comprend très bien lorsque quelqu'un est en production, c'est-à-dire, a priori, elle pense qu'avec son interlocuteur, elle a un objectif commun et elle lui partage l'information, alors que l'autre a un autre objectif, au maximum d'intérêt, et cache des informations. Scénario classique. Ça, c'est une des lois qu'a déterminé Robert Michit et qui permet de comprendre en fait la situation. Les formes décisionnelles, dans un échange ou dans une situation, que ce soit avec une personne ou avec un objet, exprimer en fait une forme décisionnelle, c'est-à-dire
donner un ordre, émettre un jugement, émettre une évaluation, une hypothèse, cause, conseiller, informer. Et il va y avoir une réaction de la part de la personne, mais ça peut être aussi de la part d'un objet. Quand je plante un clou, si je ne prends pas en compte la loi en fait physique, c'est-à-dire je ne mets pas bien le marteau dans le sens du clou, je vais tordre le clou. En fait, il va y avoir une relation entre ma manière de frapper, le clou, le marteau, la planche sur laquelle je, je veux envoyer le clou, et il y a une réaction et un résultat. Et ça sera pareil, en fait, lorsque je m'adresse à quelqu'un de manière plus ou moins brutale ou plus ou moins aimable. Par exemple, Pascal, on peut énoncer que si je donne un ordre à quelqu'un, la réaction, ça peut être de la justification, ou de la soumission ou, ou de la révolte. Émettre un jugement, ça peut avoir une réaction de, ben, ouais, c'est en effet, je comprends, ou la mise en défense, quoi. Par exemple, pour clarifier les exemples, tous les quatre, là, aujourd'hui, on est plutôt en coopération. On essaie de comprendre quelque chose. On n'est pas dans la recherche de maximum d'intérêt, même si on a des intérêts à trouver, mais on va être plutôt dans un moment d'échange, de coopération. Et on n'est pas dans l'échange d'êtres, on va pas prendre un pastis après. Alors ça, on pourra le faire après, mais on n'aura pas le temps de prendre le pastis, on Un n'est pas sur pastis place. Ouais. virtuel. Donc c'est des petits exemples qui montrent quelle est la différence entre les objectifs de relation. Mhm. La notion d'identité psychosociale, c'est ce qui va caractériser chacun, c'est-à-dire la position sociale dans la société. Il y en a qui sont enseignants, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont balayeurs, et ainsi de suite. Ça va entraîner des responsabilités. Système de valeurs, c'est-à-dire certains vont avoir une vision de la mort, une vision de la vie, les valeurs. Et vous comprenez bien que selon en fait l'identité psychosociale de chacun, eh bien, la notion de conflit va apparaître. Essayer de discuter avec un musulman sur la religion, et de suite on est au bord du conflit. Mhm. Système de raisonnement, système de connaissance et de raisonnement, c'est l'ensemble des informations que chacun connaît et sa manière de raisonner. Et le fameux potentiel d'action, qui est le sujet du jour, puisqu'on parle de la clinique de l'action, eh bien, c'est la capacité d'agir. Et c'est justement ça qui nous intéresse, la capacité d'agir par rapport à la clinique de l'action. Voilà. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais alors, quelles sont les problématiques de l'action? En fait, euh, c'est pas d'hier, puisque déjà Paul, je ne fais pas ce que je veux faire et je fais ce que je ne veux pas. Donc, adolescents et adultes qui sont pris dans une impossibilité de faire ce qu'ils savent devoir faire. Par exemple, faire du sport, manger moins, faire du vélo quand le prix de l'essence augmente un peu trop. Bref, nous savons tous ce qu'il faudrait faire, mais nous n'allons pas jusqu'à l'action. Il y a des personnes après qui ne se rendent pas compte que leurs actions sont inappropriées, qu'elles ne sont pas ajustées à la situation. Et là, vous avez vu dans les diapositives précédentes qu'un des euh, un gros enjeu des concepts qui ont été développés, c'est justement faire prendre conscience aux personnes de de l'origine de leur micro-décision. Enfin, Euh, par exemple, un exemple qu'on peut avoir par rapport à tes formes décisionnelles, quand je dis à quelqu'un, il faut que tu fasses ça, la forme décisionnelle de il faut que tu fasses ça, c'est donner, alors, c'est donner un ordre ou donner un conseil. Donc, on voit que les gens, parfois, ils s'aperçoivent pas que dans la manière de discuter, ils donnent, la parole est en fait un ordre, par exemple, et ils s'étonnent que la personne se mette en défense. C'est s'ils se rendent pas compte de ceux qui sont
en train de faire comme forme décisionnelle, ils n'arrivent pas à comprendre les réactions qu'ils peuvent avoir, quoi. Merci. Et la réaction de l'autre peut être carrément une réaction de rejet. Il suffit de dire Exact. à son fils de lui donner un conseil pour que ça apparaisse pour un ordre et que subitement il a envie de faire le contraire. On a Mhm. tous vécu. Ben, par exemple, c'est l'exemple qu'on a c'est des professeurs qui disent à un enfant peut mieux faire. Le peut mieux faire, enfin, l'élève qui a bossé comme un fou, si on lui dit il peut mieux faire, c'est qui va remettre l'enfant. Très souvent, le prof manager, c'est la même chose. Le manager peut ne pas s'apercevoir que sa forme décisionnelle va produire des effets structurels chez l'autre. Mhm. Voilà. Et le dernier point qui illustre les problématiques de l'action, c'est la logique de dépendance. C'est-à-dire les jeux vidéo, les jeux tout court, mais ça peut être la dépendance au travail, ça peut être, ça peut être les logiques de dépendance liées au renforcement positif utilisé pour assujettir autrui, comme l'a dit Robert. En tout cas, une chose est sûre, c'est que chacun est acteur de son comportement. Et on va voir justement ce qu'on peut faire en la matière. Alors, formaliser l'action pour la conscientiser, ça va être, aussi simple que cela puisse paraître, ça va être un des outils principaux. En trois phases, connaître la structure de l'action par tout simplement raconte-moi. Et lorsqu'une personne arrive en disant j'arrive pas à m'en sortir, je voudrais arrêter de fumer, ceci, cela, ou d'autres choses, Robert commence par raconte-moi. Et ça paraît d'une banalité affligeante. Et en fait, ça s'oppose à, à une question qu'on aurait tendance à poser, c'est pourquoi est-ce que tu fumes? Pourquoi? Et ce pourquoi, en fait, n'amènera nulle part. Il n'amènera nulle part alors que le raconte-moi va permettre à la personne de donner tous les éléments du contexte de son environnement par rapport à son addiction ou par rapport au fait qu'il n'arrive pas à mettre en œuvre. Tu enrichis, Robert, hein. Si elle va raconter l'histoire. Euh, Je, oui, le deuxième point, c'est justement faire prendre conscience à la personne des impacts par la formule qu'est-ce que tu fais quand tu dis cela, quand tu fais cela, et qu'est-ce que tu fais à l'autre. Et c'est là où les formes décisionnelles vont prendre tout leur sens. C'est-à-dire que alors, oui, Pascal, c'est pas simplement les impacts, c'est faire prendre conscience de la nature de l'action et après des impacts. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça renvoie à l'identification de l'action. En premier point, connaître la nature de mon action. Par exemple, dire, ben, tiens, en faisant ça, je fais je donne un ordre et dans un deuxième temps, ça va donner en effet, si je donne un ordre, alors il va y avoir les impacts. C'est les deux. Il ne faut pas oublier que le qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça a comme objectif de faire découvrir la nature de l'action et, et, et après ses impacts. qui fait un zoom sur une décision et qui permet à la personne de se rendre compte, à partir de ses perceptions et des importants, si sa décision est ajustée. J'attire votre attention sur le fait que c'est la personne qui va s'en rendre compte. Ce n'est pas Robert ou quelqu'un d'autre qui va lui expliquer. Et l'idée, comment c'est venu, c'est que je me suis aperçu que si je regarde la structure d'une décision, des micro-décisions, nécessairement, pour prendre une décision, il y a un lien entre des perceptions, je perçois des choses que je mets en lien avec des importants. Et c'est parce que la structure de la micro-décision, c'est une association de perceptions et d'importants qu'à ce moment-là, je peux aider la personne à découvrir quels sont les éléments qu'elle a pris en compte, que ce soit en perception ou en important.
Par Voilà. contre, ça peut être intéressant après que je vous raconte comment j'ai découvert ça, quoi. Donc là, on retrouve effectivement les trois phases, prise en compte des perceptions. Alors, inférence de la loi de situation, euh, ça c'est par rapport aux importants. Euh, Typiquement, je suis pressé, je suis en voiture, je vais prendre des risques. Et si j'analyse mon comportement, je n'aurai en fait qu'une perception, c'est l'heure et le retard que je suis en train de prendre. Et je ne percevrai pas le danger. En fait, c'est là où la hiérarchisation des enjeux doit être bien perçue par la personne. Un élément qui n'est pas écrit, c'est que ce travail va résonner dans la personne. C'est-à-dire que le travail ne va pas s'arrêter simplement à cet échange, cette prise de conscience. Il va y avoir en fait un phénomène cognitif qui va faire en sorte que la personne va se reposer les questions après. Est-ce que tu peux développer, Robert? Parce que ça, c'est quand même cette résonance en fait des questions. C'est en effet le point central que je parlais avec un psychiatre de mes amis qui me disait, mais en définitive, Robert, quelle est la différence entre le travail que je fais? Alors, il est très proche du travail de réflexivité, c'est-à-dire que il me dit, moi, je regarde le concret, je demande aux personnes de me raconter le concret, et à partir de ce récit du concret, donc c'est qui est la première étape que tu donnais, Pascal, eh bien, à partir de ce moment-là, ben, les gens s'aperçoivent de ce qui se passe. Et je dis en effet, les gens s'aperçoivent ce qui se passe, mais moi, j'ai une gêne parce que je ne sais pas découvrir quelle est la structure de son action. Quand il fait ce qu'il raconte, ce récit de réflexivité, à moi, il me manque quelque chose. C'est en gros, je ne comprends pas quelle est la structure de son action. Et c'est que lorsque je me suis dit, il faut que que j'aille dans l'intérieur des actions, des micro-actions qui sont révélées dans le récit, que je vais découvrir à ce moment-là sa structure. Et c'est parce que je vais aider la personne à voir quels sont les éléments qu'elle a mis en œuvre que le cerveau lui-même va pouvoir créer des connexions nouvelles parce que ça ne sera pas du raisonnement, il va y avoir une stimulation. Alors, les neurosciences nous apportent pas mal d'intérêt là-dessus. Il va y avoir une stimulation à l'intérieur du cerveau qui travaillera essentiellement la nuit pour, pour faire, pour créer des nouveaux chemins de perception et de hiérarchisation qui permet à la personne de grandir, de changer de comportement, mais sans qu'elle s'en aperçoive et sans, en gros, le vouloir. On ne sera plus sur une délibération, il faut que j'arrête de fumer ou il faut que j'arrête de m'énerver trop ou des questions que je veux changer de comportement. Et on s'aperçoit que ces décisions de délibération n'ont pas d'effet parce que je ne travaille pas ce qui est ce qui se construit, ce qui se passe dans les micro-décisions. Et c'est à ce moment-là que il me dit, mais j'ai jamais, il me disait, mais j'ai jamais, je suis jamais allé à ce niveau-là d'analyse, j'ai jamais vu comment je pouvais travailler, comment je pouvais découvrir le fonctionnement d'une action. Et donc j'écrivais ce matin un peu là-dessus que j'avais jamais identifié la nature et la structure des actions. Et tant que j'avais pas identifié ça, je ne je pouvais pas poser des questions qui permettaient à la personne de dire bien dans l'action, mais en fait j'ai pris quoi en compte, j'ai perçu quoi, c'est quoi que j'ai hiérarchisé. Et c'est cette question-là qui, dans le cerveau du collaborateur ou de celui que je vais accompagner, cette question-là va réapparaître dans l'immédiateté de l'action pour éveiller les perceptions et les importants que je prends en compte. Là, c'est un récapitulatif donc, de ce qu'on vient de dire. Donc, premier temps, accéder aux situations vécues, c'est le raconte-moi. Description précise des événements, caractérisation Aïe! des... Ah oui, Oui, il s'appelle.
Olivier m'avait proposé si on pouvait passer par son truc, son système professionnel. On Euh, le fera pour la On, prochaine euh, fois, Robert. ouais, pour la prochaine fois. Alors, juste un point. Caractérisation des actions et analyse des Ouais. microprocessus. J'aurais Jean-Luc, est-ce que voulu. c'était clair? Ben, c'était clair et en plus, pour moi, c'était une découverte parce que décortiquer à ce point-là les mécanismes de réaction et les tenants et les aboutissants, c'est vrai que c'est des questions que je me suis encore jamais posées. Donc vraiment, très, très intéressant.